Aujourd'hui, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Anne-Sophie Duquette, qui est une amie et collègue avec qui j'ai travaillé dans le passé. Et j'ai demandé à Anne-Sophie de venir jaser avec moi sur le podcast de la dyspraxie verbale. Hein, donc, on va parler plus en détail de tout ça, mais Anne-Sophie intervient de façon assez régulière auprès des enfants qui présentent un trouble des sons de la parole de sous-type dyspraxie verbale. Et donc, j'ai demandé de venir en jaser avec moi parce que même si c'est un sujet que je connais bien, comme je ne fais plus d'intervention directe, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas travaillé directement auprès de Coco qui présente une dyspraxie verbale. Donc, je vous présente Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est une orthophoniste et la propriétaire de la clinique Phonia, qui est située à Sherbrooke. Elle se spécialise auprès des enfants d'âge préscolaire. C'est une orthophoniste qui est passionnée, dynamique, qui est à l'écoute, qui aime ça, rendre les interventions très personnalisées et amusantes pour les enfants. Elle travaille en étroite collaboration avec les parents. Et elle aime mettre à jour ses connaissances. Donc, en effet, je la retrouve souvent dans plusieurs formations. Donc voilà, je vous laisse avec mon entrevue avec Anne-Sophie. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre les défis des enfants qui ont une dyspraxie verbale et on donne aussi des pistes pour vous aider à mieux les accompagner dans le quotidien. Allô Anne-Sophie, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, de dyspraxie verbale. On va mener jusqu'à ça puis expliquer un petit peu le Mhm. concept, tout ça. Mais je t'ai contactée pour qu'on jase ensemble de ce sujet-là parce que je sais que dans ta pratique, tu vois des enfants qui ont une dyspraxie verbale. C'est ça, fait qu'on jase de tout ça ensemble aujourd'hui. Pour commencer, on peut peut-être essayer d'expliquer. Je vais te laisser aller puis je vais compléter ou en tout cas, on pourra jaser ensemble. Mais tu sais, bon, une dyspraxie verbale pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi il Mhm. s'agit. Qu'est-ce que c'est dans tes mots à toi, là, simplement, mettons? Parfait. Fait que, tu sais, avant de parler de la dyspraxie verbale, tu sais, je pense qu'on va revenir un petit peu avec le trouble des sons de la parole, qui est comme Oui. le grand terme là, qui inclut la dyspraxie verbale. Mhm. Fait que, tu sais, quand les enfants ont des difficultés au niveau de leur son, au niveau de la phonologie, là, souvent, nous, on va mettre une conclusion de trouble des sons de la parole en orthophonie, qui est comme le diagnostic, entre guillemets, là, qui va décrire ce genre de difficultés-là. Fait que, tu sais, un trouble des sons de la parole, c'est un trouble qui va venir avoir un impact sur différents aspects de la phonologie. Donc, soit la perception des sons, les représentations des sons au niveau là, de tout ce qui est plus dans le cerveau, au niveau de comment les sons s'organisent dans les mots. Ça peut être aussi au niveau de la prosodie, fait que, tu sais, la mélodie de la voix, le rythme, tous ces éléments-là. Fait que quand il y a un ou plusieurs éléments atteints, puis ça a un impact sur l'intelligibilité de la parole, fait qu'à quel point on comprend l'enfant, puis aussi sur l'acceptabilité de la parole, ben là, on va conclure un trouble des sons de la parole. Puis le trouble des sons de la parole, c'est un grand terme parapluie qui va inclure plusieurs sous-types de troubles, dont la dyspraxie verbale, puis il y a Mhm. aussi le trouble phonologique et le trouble articulatoire. C'est comme les trois grands Mhm. types de troubles qu'on retrouve. En fait, au niveau de la dyspraxie verbale, c'est vraiment une difficulté à aller planifier puis programmer les mouvements moteurs de la parole. Fait que c'est des enfants qui vont avoir de la difficulté à imiter des mots, qui vont avoir de la difficulté à lier les sons l'un avec l'autre, qui vont avoir de la difficulté à déterminer avec quelle force, quelle vitesse les articulateurs dans la bouche doivent bouger pour aller produire les bons sons. Fait que c'est vraiment plus cet apprentissage moteur-là qui est plus difficile au niveau de la dyspraxie verbale comparativement, mettons, un trouble phonologique où c'est plus les représentations des sons qui vont être affectés, puis l'enfant va avoir de la difficulté, par exemple, à produire le K qui va transformer en T. C'est plus ce genre d'erreurs-là qu'on va retrouver en trouble des sons versus la dyspraxie où c'est Mhm. plutôt des erreurs un peu plus atypiques qu'on va voir. Il n'y a pas vraiment d'erreurs qui vont revenir tout le temps. Des fois, l'enfant va bien produire son mot, des fois, il va pas bien produire. Il y a un son qu'il va être capable de faire dans un contexte, mais dans un autre contexte, il sera pas en mesure de le faire. Donc, il y a beaucoup plus de variations dans les productions là, quand on est en dyspraxie verbale. Mais globalement, c'est vraiment la planification motrice qui est difficile. Le fait de pouvoir enchaîner des sons l'un à la suite de l'autre, c'est vraiment l'enjeu quand on est Mhm. en dyspraxie verbale. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on en parlait un petit peu tantôt, mais tu sais, de dire aussi, ces enfants-là, des fois, il y a des sons qui sont pas là du tout. Ils ont pas beaucoup, il n'y a pas Mhm. un grand répertoire de sons. Là. Il y a des sons qui sont vraiment plus difficiles pour certains enfants à produire, là. Oui, Ouais. tout à fait, surtout quand ils vont être en jeune âge. Quand ils viennent Ouais. nous voir à 2 ans, que les parents trouvent qu'ils parlent pas beaucoup, que les mots sont pas clairs, que là, on commence à analyser le répertoire des sons de l'enfant, puis on se rend compte, ben, l'enfant, il produit juste 6 sons. Fait que, c'est sûr qu'après, c'est difficile d'avoir un éventail de mots quand tu n'as pas beaucoup de sons que tu es en mesure de produire. Fait que ça a aussi après des impacts langagiers. Souvent, ça va faire en sorte que le développement langagier est plus lent. Mais Mhm. oui, souvent, c'est des enfants qui, justement, n'ont pas beaucoup de sons, puis que sont difficilement stimulables pour les sons qui sont absents. Des fois,
difficile pour eux d'aller programmer ces nouveaux sons-là. Mais oui, c'est souvent quelque chose qu'on voit, là, surtout chez les plus jeunes cocos. Quand ils sont plus vieux, généralement, le répertoire, il évolue puis il grandit, là, mais comme 2-3 ans, là, c'est quand même assez typique là, en dyspraxie, ouais. Ouais. Puis tout ce qui est les voyelles aussi, toi, est-ce que tu le vois beaucoup dans ta pratique? Dans les grandes lignes, les définitions, tu sais, il y a beaucoup des erreurs sur les voyelles ou transformations aussi sur les voyelles. Est-ce que tu le vois aussi chez les cocos, petits, grands ou... Oui, c'est quand même une observation qui est présente. Là, ils vont souvent transformer des voyelles, puis je dirais que souvent, il va y avoir beaucoup de voyelles puis peu de consonnes en dyspraxie. Fait que, tu sais, mettons le mot banane, mais ça va être une AA, par exemple. Tu sais, les consonnes, ils vont être remises, mais c'est beaucoup des voyelles qui vont être produites. Puis, tu sais, oui, il y a des transformations qui vont aussi être faites dans les voyelles, puis c'est surtout causé par le fait que dans les voyelles, tu sais, au niveau du repère dans la bouche, là, il n'y a pas beaucoup d'indices tactiles de où on produit les voyelles dans notre bouche. Les voyelles sont presque produites toutes à la même place. Il y a des petits mouvements de la langue, mais de façon générale, il n'y a pas tant d'indices au niveau de la proprioception qui nous aident à savoir, mettons, bon, le A, on met la langue à tel endroit, le I, on la met à une autre place, comparativement à nos consonnes, ou, mettons, le B, ben là, c'est très clair, on doit fermer les lèvres, le F, on doit mettre nos dents sur nos lèvres. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'erreurs au niveau des voyelles, justement, parce que pour la proprioception, savoir où planifier la langue, où la placer, c'est plus difficile. Fait que quand on enchaîne des sons ensemble, ben là, la langue n'ira pas exactement à la bonne place pour faire le A. Fait que le A va être un peu transformé puis il va ressembler à une autre voyelle. Fait que oui, on l'observe quand même beaucoup. Ben parfait. Fait que ça nous situe un peu qu'est-ce que la dyspraxie verbale. Juste faire attention parce que on va parler vraiment de comment accompagner les enfants puis tout ça, mais on va vraiment se concentrer sur la dyspraxie verbale dans cet épisode-ci parce que quand on va parler de difficultés phonologiques, de difficultés articulatoire, par exemple, ça sera pas nécessairement les mêmes indices ou les mêmes trucs ou la même façon qu'on va travailler. Fait que juste garder ça en tête. C'est ça. C'est vraiment des trucs et astuces qu'on va essayer de donner pour vraiment la dyspraxie verbale là, aujourd'hui. Donc, important de mentionner ça. Fait que mettons qu'on jase de qu'est-ce qui peut aider ces enfants-là. Fait que là, on parle, ils ont de la difficulté à planifier, organiser, tout ce qui est plus moteur. Comment on va faire pour les soutenir? Comment on peut les soutenir là-dedans, finalement? Fait que, ce qui va être important, c'est vraiment, normalement, quand on a des difficultés au niveau des sons, on est comme tenté de vouloir travailler un son précis. Fait que, si l'enfant, mettons, il arrive pas à dire le mot chat puis qu'il fait un ça à la place, on a comme tenté à mettre l'emphase sur le son qui est difficile, le mettre plus saillant, mettre vraiment le décortiquer un peu du mot, même des fois le segmenter. Fait qu'en dyspraxie verbale, ça va être important de ne pas faire ça. Parce que, comme je disais tantôt, c'est vraiment les mouvements entre les sons qui sont difficiles. Fait que c'est l'enfant a de la difficulté à tout articuler ces sons-là ensemble pour que ça soit un mot fluide. Fait que ce qu'on va vouloir faire, c'est l'aider à comprendre puis à voir le mouvement entre les sons. Fait que, tu sais, pour donner un exemple, souvent, ce que je dis à mes parents en clinique, c'est d'essayer de dire un mot à l'envers pour se représenter c'est quoi la dyspraxie verbale. Fait que, si on essaie de dire le mot téléphone puis que je vous demande de le dire à l'envers, on va tâtonner. On va essayer quelque chose, on sera pas sûr, on va revenir en arrière. Fait que, on va hésiter dans notre production. Fait que c'est ça, la dyspraxie verbale, c'est on a de la difficulté à tout mettre les sons un à la suite de l'autre de façon fluide. Donc, si nous, en donnant notre modèle, on vient segmenter nos mots, on vient segmenter nos sons, et là, on vient accentuer la difficulté de l'enfant qui est déjà présente. Tu sais, lui, il a de la misère à tout refusionner ça ensemble. Puis là, nous, dans notre modèle, on va le déconstruire. Fait qu'on vient ajouter encore plus une difficulté. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est oui, on va vouloir redonner le modèle verbal. Je pense que tu as déjà bien expliqué c'est quoi le modèle verbal dans d'autres épisodes. Fait que, on va vouloir redonner le modèle verbal, mais si l'enfant n'arrive pas à dire le mot pantalon, bien, on ne va pas couper le mot pantalon, ce qu'on a tendance à faire naturellement, ce qui fonctionne très bien dans d'autres types de difficultés. Mais en dyspraxie verbale, on va vraiment vouloir aller mettre l'enfant sur le mouvement. Fait qu'on ne voudra pas segmenter notre mot, on va davantage vouloir allonger les voyelles pour garder notre transition, mais rendre le mot plus, le dire plus lentement pour que l'enfant ait la chance de voir ce que nous, on fait dans notre déplacement avec nos articulateurs pour produire les différents sons. Fait qu'on va plus vouloir faire pantalon. Fait que vraiment comme allonger la production en étirant nos voyelles pour pas couper le mouvement qui est comme l'élément vraiment difficile pour ces enfants-là. Fait que ça, c'est une façon là, qu'on peut aller soutenir l'enfant là, dans le modèle qu'on va donner. Je trouve ça intéressant parce que tu dis vite, là, tu sais, faut ça l'aide à nous voir, à voir comment nous, on s'organise, comment nous, on enchaîne. Fait que ça, c'est un aspect aussi qui est important pour ces cocos-là, d'être capable, oui, d'avoir un modèle, mais d'un modèle qui sont capables de suivre. Oui, tout à fait, exactement. C'est ça, le visuel va vraiment être important. C'est un indice supplémentaire pour eux parce qu'eux, ils ont comme de la difficulté à les programmer puis voir concrètement où placer les articulateurs puis avec quelle force, quelle vitesse.
Fait qu'en voyant ce que nous, on fait, bien, ça va beaucoup les aider. Puis une des stratégies qui est beaucoup aussi recommandée en dyspraxie verbale, là, c'est de faire de la répétition simultanée. Fait que c'est de dire les mots en même temps que l'enfant. Fait que, tu sais, le fait de dire le mot en même temps que l'enfant, bien, ça va lui permettre de voir ce que nous, on fait avec notre bouche, comment qu'on déplace nos articulateurs d'un point à un autre en ralentissant la production. Fait que, tu sais, oui, ça, toujours essayer de mettre l'emphase sur notre visage, attirer l'attention sur le visage, soit en mettant les objets près de la bouche ou en s'abaissant à la hauteur de l'enfant. C'est toujours des stratégies qui sont gagnantes pour que l'enfant puisse voir concrètement comment on déplace puis comment on crée le mouvement entre les sons. Fait que c'est vraiment ça qui est important, là, dans le plus possible, là, quand on donne nos modèles, de vraiment mettre l'emphase sur la transition et non sur un son en particulier dans le mot. Mm-hmm. Puis, tu sais, ben, on veut en fait un peu que l'enfant se pratique dans le sens où on veut qu'il essaie de faire comme nous. Tu sais, moi, j'ai un peu cette façon-là de concevoir, de dire, tu sais, oui, on veut, ben, je veux dire, pas nécessairement demander de répéter. Moi, je pense que j'ai comme un avis par rapport à ça. Il y a comme deux situations différentes. Il y a la vie de tous les jours et il y a quand on se pratique vraiment à produire les sons dans les mots, là. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui est important parce qu'en même temps, si on veut que l'enfant s'améliore et soit capable de reprendre notre modèle, qu'on donne un modèle quand on ralentit, on veut qu'il observe, on veut en fait qu'il essaie lui aussi, en gros, là, de faire ça là, pour s'améliorer. Okay. Oui, exactement. C'est le but ultime. Mais tu sais, comme tu mentionnes, quand on est dans le quotidien, puis mettons l'enfant, il dit qu'il veut une banane, mais il dit nana à la place, mais tu sais, on va reformuler derrière lui en utilisant les stratégies sans s'attendre à ce que l'enfant nécessairement répète avec nous. S'il le fait, tant mieux, mais s'il le fait pas, c'est pas grave. Tandis que quand on est dans un moment où on veut pratiquer un mot spécifique dans un contexte où, mettons, l'orthophoniste nous a dit cette semaine, travailler le mot banane à la maison, puis qu'on s'assoit un 5 minutes avec l'enfant, mais tu sais, là, oui, notre attente, elle est différente. Puis dans ce contexte-là, on veut que l'enfant nous imite. Fait qu'on va appliquer les stratégies dans l'optique que l'enfant reprenne les mots avec nous puis pour améliorer sa production, pour la rendre fonctionnelle. Uh-huh. Est-ce que tu vas rendre l'enfant conscient? Tu sais, puis là, je parle de nous comme orthophonistes, mais même des parents, tu sais, dans les moments de pratique. Tu sais, moi, j'aurais tendance à dire, ben, tu sais, l'objectif, c'est qu'il imite, en fait, qu'il essaie de faire comme nous. Tu sais, nous, on a un modèle, on va adapter notre modèle en fonction de ses défis puis tout ça. Mais en fait, notre objectif, c'est qu'on veut qu'il fasse comme nous, mais l'enfant est au courant qu'il est en train d'essayer de faire comme nous. Tu sais, c'est pas juste on nomme les mots pour nommer le mot, on nomme le mot en essayant de le dire bien, entre guillemets. Tu as cette approche-là, toi, ou comment tu gères ça? Ben, c'est sûr qu'en clinique, je pense que quand on le travaille, tu sais, quand l'enfant vient me voir dans mon bureau puis qu'il sait qu'il vient travailler ça, tu sais, je pense qu'il est très conscient qu'il va s'attendre à répéter des mots puis qu'il va les travailler, ces mots. Tu sais, à la maison, on peut aussi, autant dans l'exposition, fait que, tu sais, on peut exposer l'enfant à travers le jeu aux mots qu'on veut cibler sans nécessairement avoir d'attente qu'il les produise. Par contre, c'est sûr que si on veut que l'enfant produise, généralement, quand on nomme notre attente, tu sais, puis qu'on lui dit, on va travailler le mot, répète-le avec moi, mais c'est sûr que l'attente est clairement définie, fait que généralement, l'enfant, il va peut-être plus être enclin à répéter parce que des fois, les enfants, ils vont pas d'emblée nous imiter quand on dit des mots, là. C'est pas tous les enfants qui font le petit perroquet après nous. Il y en a qui le font, puis dans ce cas-là, ça devient facile à pratique parce que d'emblée, ils répètent après nous, puis là, on peut corriger, puis on peut lui donner un feedback sur sa production, mais il y en a qui tu nommes le mot, puis comme ils fichent, puis ils vont pas répéter d'emblée. L'imitation est moins développée. Fait que des fois, quand on nomme l'attente, oui, ça peut aider, mais c'est pas dans le quotidien, c'est vraiment dans des moments de pratique ciblés. Là. Fait que c'est important de faire la distinction entre les deux. Là. Mm-hmm. Puis, j'avais déjà entendu, moi, dans une formation justement en dyspraxie, qu'elle le nommait, l'orthophoniste, elle le nommait comme « regarde-moi puis essaie de faire comme moi ». C'est un peu ça la demande. Oui, exactement, c'est ça. Moi, je demande toujours à l'enfant de regarder ma bouche. Je lui demande pas de me regarder dans les yeux ou quoi que ce soit, mais je lui demande toujours de regarder ma bouche. Puis quand il me regarde pas, j'attends qu'il me regarde pour faire mon modèle avec lui. Puis quand je suis en clinique avec les enfants, les attentes sont très claires. Là. L'enfant, il sait c'est quoi mes attentes par rapport à son comportement dans la répétition des mots qu'on a. Fait que, il sait qu'il doit me regarder, qu'on va le dire ensemble, que je vais lui demander de répéter 1, 2, 3 fois, dépendamment de où il est rendu dans son apprentissage du mot. Mais oui, ça l'aide aussi. Puis c'est vraiment, si l'enfant ne nous regarde pas, il peut pas voir le mouvement. Puis comme on met l'enfant sur ça, c'est vraiment important que l'attention soit mise sur la bouche. Puis c'est aussi un élément qui est important aussi à développer préalablement au suivi en orthophonie, je dirais, quand on a des inquiétudes au niveau des sons de la parole, qu'on se questionne, est-ce que peut-être mon enfant a une dyspraxie, je trouve qu'il cherche les mots, qu'il tâtonne dans ses sons, c'est difficile. Mais l'imitation verbale puis l'attention conjointe, donc l'attention à la personne, c'est vraiment 2 habiletés préalables au suivi en orthophonie qui sont vraiment, vraiment importantes. Fait que c'est ça aussi, quand les parents ont des inquiétudes puis qu'ils trouvent que l'enfant imite pas beaucoup, que c'est difficile d'attirer l'attention sur notre visage, mais c'est des éléments qui peuvent être travaillés aussi à la maison, dans le jeu, pour essayer de renforcer ces habiletés-là.
Mhm. pour après pouvoir avoir plus de succès en orthophonie. Parce que moi, ça Mhm. m'arrive des fois que l'enfant a une dyspraxie verbale, il y a 2 ans, il n'est pas attentif à moi, il n'est pas attentif à mon modèle, il ne regarde pas ce que je fais. Mais ce que je vais travailler, c'est pas des mots, c'est travailler sur l'attention conjointe. Je vais juste travailler à regarde-moi, regarde ma bouche, je te regarde ma bouche, je te donne un renforcement, tu sais, pour qu'on Mhm. travaille cette habileté-là à pouvoir avoir en fait les prérequis nécessaires à travailler les mots, parce que s'ils sont pas en place, même si on travaille les mots, ça va être Ça sera pas. difficile de le Mhm. faire. Il ne sera pas attentif à ce qu'on veut faire. Fait que c'est des préalables qui sont vraiment importants aussi, là. On les oublie Mhm. souvent, mais c'est aussi des éléments qui peuvent être travaillés, stimulés à la maison à travers les Mhm. jeux. Oui, ben définitivement, parce que sinon on peut juste pas faire notre travail. Il n'y aura pas de progrès, là. Tu sais, c'est vraiment une base qui doit être là pour Mhm. qu'on puisse travailler. Ouais. Ouais, Super. puis ça prend aussi de l'imitation sur demande, tu sais. Oui, Ouais. c'est bien que l'enfant imite, tu sais, spontanément d'emblée sans qu'on lui demande, mais tu sais, si sur demande, quand on lui dit, tu sais, répète-le avec moi, tu sais, essaie de le faire avec moi, puis qu'il Mhm. il fait rien, ben tu sais, on n'est pas plus avancé parce qu'il doit essayer de pratiquer son mot pour arriver à une planification qui est plus adéquate. Ouais. Puis, je vais peut-être diriger vers ça, mais tu sais, des fois, tu sais, les parents, des fois, moi, j'entends ce genre de commentaires, ils veulent pas nécessairement répéter, puis tout ça. Il y a aussi un choix dans ce qu'on va demander à l'enfant de répéter, tu sais, fait qu'on va pas travailler, tu sais, tantôt, tu disais ça aussi, dépendamment si l'orthophoniste vous a demandé, vous a dit qu'on allait travailler banane, là, ben, on peut peut-être inciter plus, mais il y a comme une sélection de mots, un choix de mots, là, qu'on va faire. On va Mhm. pas travailler n'importe quoi, n'importe Mhm. comment, là. Il y a comme des Tout à gradations là-dedans, des fait. étapes, là, ouais. Et moi, je dirais qu'en dyspraxie verbale, le choix de mots est vraiment très important. C'est ce qui est recommandé dans les approches, là, c'est vraiment d'utiliser des mots fonctionnels. Fait qu'un mot fonctionnel, c'est un mot qui a un impact dans le quotidien de l'enfant. C'est un mot que l'enfant utilise fréquemment, qui a toujours de la difficulté à dire, qu'on comprend jamais. Fait que c'est ces cibles-là qu'on va vouloir choisir. Fait que, tu sais, on choisira pas le mot, je sais pas, le mot mouton parce qu'on veut qu'il fasse des M, mais que le mot mouton, il ne dit jamais dans sa vie. Ça sera pas une Mhm. cible qui est fonctionnelle. Ça n'aura pas un impact positif dans sa communication quand il va être en mesure de dire le mot. Fait que, tu sais, oui, le choix des cibles est vraiment important. Fait que, tu sais, souvent, c'est le parent qui va choisir les cibles parce que c'est lui qui connaît son enfant, c'est lui qui sait qu'est-ce que son enfant aime. Fait que, tu sais, souvent, c'est le nom des frères et sœurs, le nom des animaux, des collations qu'ils aiment beaucoup manger, la patte patrouille, ça revient beaucoup aussi, les intérêts de l'enfant, fait que les jeux, les émissions, ce genre de choses-là. Puis là, après, en fonction des capacités de l'enfant, ben là, il y a des mots qui vont être réalistes puis des mots qui ne seront pas dans les cibles que les Mhm. parents vont avoir ciblées. Parce qu'un autre aspect important de considérer en dyspraxie verbale, c'est qu'on doit toujours partir de ce que l'enfant est capable de faire. Fait qu'on va Mhm. pas choisir des cibles avec des sons que l'enfant n'est pas en mesure de produire. Fait que si l'enfant a un inventaire de sons très limité, ben ça va limiter beaucoup nos choix de cibles possibles. Fait que si l'enfant, il n'y a pas de S, il n'y a pas de F dans ses mots, par exemple, ben, on ne pourra pas choisir des cibles qui ont ces mots-là. Fait qu'on Mhm. va vraiment plus partir de qu'est-ce que l'enfant est capable de faire, qu'est-ce qu'il y a dans son répertoire de sons pour choisir les cibles. Fait que c'est comme un travail de collaboration Oui. entre le parent qui va choisir les mots, puis après l'orthophoniste qui va déterminer en fonction des capacités actuelles de l'enfant, est-ce que ça, c'est une bonne cible ou la cible est encore un petit peu trop difficile. Puis, tu sais, des fois, les cibles, ils semblent être adéquates, mais quand tu le testes avec l'enfant, ça fonctionne pas vraiment. Fait que, tu sais, on l'abandonne assez vite, la cible, quand on n'a pas des répétitions adéquates. Parce que Mhm. normalement, quand on est en suivi, on devrait avoir un 100% de réussite avec l'enfant. Tu sais, l'enfant ne devrait Mhm. pas produire inadéquatement son mot. On devrait vraiment toujours être dans des productions adéquates. C'est sûr qu'on lui donne des indices pour qu'il arrive à produire son mot adéquatement, mais on devrait vraiment dans des hauts pourcentages de réussite. Fait que dès que la cible, on voit qu'après quelques répétitions, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à créer du changement chez l'enfant, Mhm. bien, la cible, on l'abandonne puis on la travaillera plus tard quand l'enfant va être prêt à travailler Mhm. ce mot-là. Mhm. Ça, je pense que c'est super important parce que justement, tu sais, si on choisit pas bien notre cible, ben l'enfant va pratiquer, pratiquer sans y arriver, sans résultat. Puis Mhm. là, tu sais, c'est décourageant, hein, c'est démotivant, c'est pas le fun, là. Fait que, tu sais, il faut vraiment faire Parfait. attention à ça, là. Oui, la question de motivation est très importante, mais c'est Ouais. aussi qu'à toutes les fois qu'on travaille le mot, on encode le patron moteur. Fait que, tu sais, Mhm. si on travaille un mot inefficacement, puis qu'on fait répéter l'enfant, mettons nanane, nanane pour banane, mais qu'il répète toujours nanane, ben à chaque fois qu'il répète nanane, on vient donner un coup de plus sur le mauvais patron moteur. Fait qu'après, c'est encore plus difficile d'aller déconstruire ce patron Mhm. moteur-là. Fait qu'il y a aussi tout cet aspect-là qui est important à considérer. Puis ça vient aussi jouer sur la pratique à la maison. C'est pour ça que je disais tantôt quand que l'orthophoniste va vous donner le go pour la maison, c'est Ouais. pratiquer les mots, parce que si l'enfant n'est pas capable de réussir le mot avec des indices comme minimal, puis que là, le parent
de bonne foi, il veut travailler le mot pour aider le processus puis aider son enfant, mais qu'il ne Mhm. travaille pas adéquatement puis que l'enfant répète le mot de façon erronée, mais là, on encode un mauvais patron moteur, on encode des mauvais mouvements, fait que là, ça vient comme un peu déconstruire le travail qui a été fait, fait que c'est important aussi de considérer ça quand on veut travailler à la maison. Est-ce que mon enfant est capable de faire la cible avec un support minimal, là, tu sais, je lui donne quelques indices puis il arrive à le faire ou pas, tu sais. Mhm. Super intéressant. Puis, tu sais, je réfléchis à haute voix, là, mais tu sais, de me dire des fois, tu sais, quand c'est des noms de personnes dans la famille ou des choses comme ça, tu sais, ça peut être, tu peux pas changer la cible là, du nom de ton frère. Est-ce qu'on peut des fois, genre, simplifier, donner un surnom? Tu sais, ça pourrait être quelque chose qu'on fait pour pas encoder la mauvaise chose, là. Ouais, on pourrait simplifier, puis aussi, ouais, tu sais, mettons, oui, on peut utiliser un surnom, là, mettons que le nom c'est Raphaël, puis l'enfant arrive à dire Raph, mettons avec Mhm. un nombre minimal d'indices, si oui, ça pourrait être ça, si c'est Mhm. accepté par la famille, là, tu sais, si Ouais. la famille accepte que le grand frère soit appelé de cette façon-là. Fait que, tu sais, oui, il y a cet élément-là, puis aussi, un autre élément important à considérer, c'est qu'on vise que les mots soient fonctionnels. Fait que le mot n'a pas Ouais. nécessairement besoin d'être parfait, il doit être Ouais. fonctionnel. Fait que, tu sais, souvent, on va accepter des productions qui se rapprochent de la cible, Mhm. puis on va les renforcer, les considérer comme étant bonnes. On va encourager l'enfant dans cette production-là parce qu'on s'est déjà rapproché beaucoup du patron Ouais. idéal qui est le mot qu'on cible. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là que des fois, tu sais, moi, des fois, je travaille des mots avec l'enfant. Le mot, il est pas parfait, mais il est très fonctionnel. On le comprend. Je comprends. Il manque un son, mettons, qui est difficile parce que l'enfant n'a pas encore ce son-là dans son répertoire. Mais moi, je Mhm. considère que le mot actuellement, dans sa forme, il est acquis, il est fonctionnel. On le travaillera plus tard à le peaufiner quand le son manquant, mettons, Ok. va émerger, tu sais. Mhm. Il y a aussi ça. Fait que, des fois, ça enlève un peu de pression d'avoir la forme parfaite, mais plus qu'on se Mhm. rapproche du modèle, plus qu'on va aller encoder le patron moteur qui va être nécessaire éventuellement à faire le bon mot. Fait qu'il y a beaucoup l'aspect de est-ce que le mot est fonctionnel, il y a Mhm. en dyspraxie verbale, il y a beaucoup cet aspect-là. Fait que, tu sais, Mhm. c'est beaucoup recommandé de justement accepter des productions qui se rapprochent de la cible. Par exemple, si on revient avec l'exemple de la banane où l'enfant dit nanane, puis que là, il fait un panane, bien, on est déjà vraiment plus proche de banane parce que le P, il s'approche plus d'un B qu'un N, par exemple. Ouais. Fait que là, le mot est déjà vraiment plus fonctionnel qu'il était Mhm. avant, puis on se rapproche vraiment plus du patron moteur souhaité que quand c'est un N. Mhm. Ouais. Puis tu sais, je te dirais, tu sais, on parle de mots fonctionnels, puis que ça soit fonctionnel, puis tu sais, moi, je ramène toujours ça, mais tu sais, on vise à ce que l'enfant puisse communiquer Mhm. de façon efficace, être compris par Parfait. les autres personnes, transmettre Exactement. son message, ses idées. Fait que tu sais, ça, faut toujours comme garder ça en tête en arrière, là, quand on stimule autant le Mhm. langage que les sons, tout ça, Ouais, là. tout à fait. Faut surtout que ça Ouais. soit des cibles que quand l'enfant va les utiliser ça va avoir un impact dans son quotidien, tu Oui. sais, soit parce qu'il va pouvoir faire une demande qu'il n'arrivait pas à faire avant, Mhm. soit parce qu'il va pouvoir verbaliser quelque chose qu'il ressent ou, tu sais, qu'il a vécu à la garderie, par exemple. Fait que, tu sais, oui, le choix des mots est vraiment important, puis on veut toujours qu'il y ait un pourquoi. Pourquoi tu as choisi ce mot-là, tu sais. Quand tu arrives à dire pourquoi tu l'as choisi, c'est parce que ça a un impact. Tu sais, si tu n'arrives pas à trouver pourquoi tu as choisi une cible, c'est probablement parce que l'enfant l'utilise pas tant que ça dans son quotidien ou c'est Ouais. pas tant important. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là de, comme tu dis là, d'essayer de trouver des mots qui ont vraiment un impact dans la vie de l'enfant. Puis souvent, quand les enfants sont plus jeunes, il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire souvent. Fait que, tu sais, Mhm. ça rend aussi le choix des cibles plus limité. Puis c'est encore plus important d'avoir des mots qui, justement, vont avoir un impact pour qu'ils puissent Ouais. s'exprimer plus facilement parce que, justement, c'est souvent les enfants qui vont être limités dans leurs Ouais. moyens pour s'exprimer. Fait que si on arrive à leur donner des mots pour s'exprimer plus facilement, mais souvent, ça a un impact positif sur le langage, le comportement, puis il y a plein de choses qui découlent Ouais. de ça. Puis c'est aussi important de considérer que ça doit être des mots qui font partie du vocabulaire de l'enfant. C'est pas de lui apprendre des nouveaux mots. T'sais, on veut Mhm. pas travailler une cible pour l'améliorer, mais quand c'est un mot que l'enfant ne produit pas encore. T'sais, on n'est pas dans augmenter le vocabulaire, on est plus dans améliorer la planification de des mots qui sont Mhm. déjà produits par l'enfant, là. Mhm. Ouais, c'est ouais, vraiment super intéressant. C'est tout ce qui est l'histoire d'avoir justement des belles cartes, des belles images avec des sons, des mots, puis tout ça, on n'est pas du tout là-dedans, là. Pas en Mhm. dyspraxie verbale. Non, c'est ça. Moi, avec mes cocos en dyspraxie, là, j'ai zéro carte, tu sais. De toute Mhm. façon, la plupart des mots que les parents m'apportent sont pas imagés. Ouais. Je veux dire, je vais pas imager le nom de son frère, tu sais, je vais pas... Fait que, tu sais, on pourrait mettre une photo de son frère, mettons, mais tu sais, je le fais juste en répétition avec lui, puis tu sais, l'enfant, il sait qu'on travaille ce mot-là, il sait pour lui, qu'est-ce que ça veut dire, c'est concret pour lui, il Ouais. peut s'y rattacher, puis quand il sait que quand il va l'utiliser, ça va avoir un impact, il va enfin pouvoir dire le nom de son frère correctement, son frère va enfin comprendre, tu sais. Fait qu'il y a Mhm. aussi tout cet aspect-là qui, vu que les mots sont concrets pour l'enfant, puis on ne fait pas juste
travailler des mots pour travailler des mots. Il y a aussi toute cette motivation-là que tu mentionnais tantôt qui est aussi importante, tu sais, qu'on vient chercher en travaillant ces mots fonctionnels-là. Fait que, tu sais, oui, on s'éloigne le plus possible des cartes images, là, parce que souvent, les mots fonctionnels sont rarement imagés, mais on n'a pas besoin de des cartes images quand on est en dyspraxie parce qu'on va vraiment partir du vécu de l'enfant puis de ses besoins spécifiques à lui au niveau de qu'est-ce qu'il a besoin de dire comme mot de façon plus efficace. Puis on parlait tantôt, tu disais que des fois, il y a des sons qui sont pas là, fait qu'on va choisir les mots en fonction des sons qu'il est capable de produire. Quand il y a les sons qui sont pas là, est-ce que tu vas quand même aller stimuler? Mettons, il fait pas du tout une fricative. Fait que est-ce qu'on va comme essayer de l'amener à produire ce son-là? Tu sais, comment tu gères ça, mettons? On va stimuler, mais comme de façon implicite, dans le sens qu'on va pas comme demander à l'enfant de nécessairement produire les sons, tu sais, fait que souvent, tu sais, les sons sont souvent associés à des analogies, là, tu sais, le S, c'est le son du serpent, tu sais, ce genre de choses-là. Fait que moi, je vais utiliser ces sons-là dans des jeux. Fait que, tu sais, mettons, l'auto, c'est le bruit du moteur de l'auto, c'est le V, par exemple, l'enfant ne fait pas son V, mais je vais jouer aux autos avec lui, puis moi, je vais stimuler le V, je vais mettre des V partout dans le jeu pour inciter l'enfant à le produire, mais c'est vraiment juste en stimulation, comme du bombardement là, qu'on va faire pour l'amener à pouvoir acquérir ce son-là, mais on va pas être tant dans la production que lui va devoir produire le son avec nous. Ça va être plus dans de la stimulation, puis ça, surtout quand ils sont jeunes, quand ils sont plus jeunes. Puis là encore, il y a aussi le bémol de souvent la dyspraxie est accompagnée d'un trouble phonologique. C'est rare qu'on a juste une dyspraxie. Fait que tu sais, quand l'enfant, des fois, il n'y a pas un son, c'est parce qu'il le transforme par un autre son. Ça l'arrive aussi souvent. Fait que tu sais, mettons que l'enfant n'a pas son puis il fait des t à la place, mettons. Ben là, ça, on n'est plus dans la dyspraxie verbale, on est rendu dans un trouble phonologique. Fait que là, ça, je vais le travailler autrement. Puis là, oui, ça, je vais aller placer le son avec l'enfant, mais là, on n'est plus dans la dyspraxie verbale parce que ça, c'est une erreur phonologique, tu sais. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là, des fois, qui devient mélangeant, à savoir est-ce que c'est l'erreur que j'ai devant moi dans ce mot-là, est-ce que c'est la dyspraxie ou c'est un trouble phonologique? Puis faire la distinction, c'est important parce qu'on va pas adresser l'erreur de la même façon, dépendamment de la difficulté qui découle de cette erreur-là. Fait il y a aussi ça là, qui, des fois, vient rendre le tout encore plus compliqué, mais c'est quand on est en dyspraxie, surtout avec les plus jeunes, là, c'est souvent les jeunes cocos là, de 2-3 ans qui n'ont pas beaucoup de sons. Et là, on va être vraiment plus dans de l'exposition puis de la stimulation plus globale des sons. Puis là, après, quand on se rend compte que là, le son il est transformé par un autre son, bien là, on tombe dans une approche phonologique où on va aller placer le son avec l'enfant. Là, on va lui donner des indices pour qu'il arrive à faire le son à l'isoler, après on le met dans des mots. On le travaille plus spécifiquement, mais là, on sort de la dyspraxie verbale à ce moment-là. C'est complexe tout ça, hein? Oui, c'est complexe. C'est un art en soi des sons de la parole, là. C'est vraiment... c'est un trouble très spécifique, là. Fait, puis une chose qui est aussi importante, c'est la conclusion, que l'orthophoniste va poser, c'est d'avoir la bonne conclusion avec la conclusion différentielle. Est-ce que c'est une dyspraxie? Est-ce que c'est un trouble phono? Est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'il y a un trouble d'articulation associé avec tout ça? Fait que, la conclusion va aussi être importante quand l'orthophoniste va poser sa conclusion, de vraiment bien identifier le trouble ou du moins poser des hypothèses. Quand on a une hypothèse de dyspraxie, ben, on est conscient que ça, c'est peut-être une possibilité, donc on va adapter notre intervention en fonction, mais tout découle de la conclusion. Fait que c'est un aspect quand même aussi important pour pouvoir intervenir adéquatement. Oui, puis l'évaluation des troubles des sons de la parole, c'est pas si simple. On s'est habitué à le faire comme orthophoniste pendant les connaissances puis tout ça, mais ça reste que faut quand même aller voir, observer. C'est ça, c'est comme une démarche là, en soi. Là. Oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est complexe. Là. Puis, oui, on est formé, mais pas assez, à mon point de vue, à moi. Là, je trouve qu'à l'école, on n'a pas assez vu ça pour l'ampleur puis la complexité du trouble. Qu'est-ce que ça implique, tous ces éléments-là. Puis souvent, ce qui rend la tâche complexe, c'est que c'est jamais un ou l'autre. C'est toujours un mélange d'une dyspraxie verbale, un trouble phono, un trouble articulatoire. Il y a toujours plus qu'un. Moi, j'ai rarement vu un truc vraiment très franc, là, où que c'était vraiment juste un aspect. Surtout de la dyspraxie verbale, il y a toujours autre chose. C'est rare que c'est une dyspraxie verbale pure, là. Quand on est dans un trouble articulatoire, c'est plus fréquent, mettons, de juste voir un stigmatisme, par exemple, un enfant qui va zozoter, mais que tout le reste va être correct. Mais c'est ça. Fait que ça rend la tâche encore plus complexe. Puis il y a quand même beaucoup de trucs qui s'entrecoupent entre les différents troubles. Fait que ça rend le travail plus difficile pour l'orthophoniste de bien identifier le tout, mais c'est quand même vraiment le nerf de la guerre. Là. Si on a bien identifié notre trouble, on sait où on s'enligne, mais après, on peut utiliser l'approche adéquate puis conseiller adéquatement aussi les parents dans les stratégies à utiliser parce qu'elles sont vraiment très différentes. Si on est en trouble phonologique, on va faire complètement l'inverse que si on est en dyspraxie verbale. Fait que c'est important
d'avoir les bons outils. Puis si on applique les stratégies de la dyspraxie verbale en troubles phonaux, on ne va pas nuire. Mais si on applique les stratégies du trouble phono en dyspraxie verbale, on risque de nuire à l'enfant dans le développement de ses sons. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de bien identifier. Fait que dans le doute, moi, je recommande de plus aller vers ce qu'on ferait en dyspraxie verbale si on n'est pas sûr, là, de plus aller dans les stratégies, plus de mettre l'enfant sur le mouvement, justement, de ne pas couper trop les mots, de plus tout mettre ça ensemble pour que l'enfant puisse bien voir ce qu'on fait, pour pas nuire, justement, si jamais on n'est pas sûr que c'est une dyspraxie verbale. Oui, super important. Puis pour toi, c'est quoi un peu le rôle, mettons, des autres personnes? On a parlé de l'orthophoniste, le rôle du parent ou de, je veux dire, l'éducatrice ou tout ça, dans tes approches ou dans comment ils peuvent aider, c'est comme repartir des cibles que toi, tu as choisies puis qui sont maîtrisées, tu sais, comment tu... Ben, je dirais que les parents, tu sais, ils ont un de leurs rôles, c'est justement de sélectionner les cibles. Je pense que c'est un rôle qui est quand même assez important. Puis un coup que ça s'est fait, ben, tu sais, oui, quand les cibles sont acquises en clinique, tu sais, qu'on a comme un certain niveau, est-ce que le mot est rendu fonctionnel? Mais là, oui, à ce moment-là, ils peuvent le travailler à la maison. Puis aussi, des fois, les éducatrices reprennent les cibles. Moi, j'ai quelques cocos avec qui les éducatrices collaborent. Puis quand ils ont du temps, ils s'assoient un petit 5 minutes avec l'enfant, je leur explique les stratégies, puis ils appliquent les stratégies, puis ils collaborent avec l'enfant pour aller travailler certains mots. Fait que, oui, il y a ça qui peut être fait. Puis, ça reste que, même si on ne travaille pas des mots spécifiques, notre modèle est toujours super important et pertinent. Fait que redonner le modèle à l'enfant quand il va s'exprimer, quand il va dire des mots, pour pas qu'il reste dans l'impression que lui, la façon qu'il a dit son mot était adéquate. Fait qu'on veut toujours lui redonner le modèle. Fait que, déjà ça, c'est quand même un gros travail au quotidien à faire d'aller reformuler les productions de l'enfant. C'est quand même déjà un gros rôle. Puis je pense que les parents aussi ont un gros rôle de motivation puis de s'assurer que l'enfant est encore dans le bon mindset pour venir en orthophonie. Parce que des fois, nous, on voit pas ce qui se passe à la maison. L'enfant, des fois, il fait des crises avant de venir en orthophonie. Il veut pas venir. Mais si les parents nous rapportent pas cette information-là, mais là, on continue dans le petit pattern. Puis, tu sais, on se met un peu le doigt dans l'œil puis on travaille un peu contre l'enfant. Fait que, tu sais, je pense que c'est aussi important que les parents soient transparents par rapport à ça parce que les suivis avec le trouble des sons, ça fait un trouble phono ou une dyspraxie verbale, c'est des suivis qui sont difficiles pour les enfants. C'est des suivis qui demandent beaucoup d'efforts puis qui sont souvent très longs. C'est quand même long, là, traiter une dyspraxie verbale ou rendre l'enfant assez fonctionnel pour qu'il puisse se faire comprendre. Ça peut prendre, ça se fait pas en claquant des doigts en quelques mois. Fait que, ça se peut que l'enfant ait des baisses de motivation, puis c'est tout à fait normal. Fait que, je pense que le parent aussi a ce rôle-là de comme un peu guider l'orthophoniste à savoir est-ce que là, ça va bien, on est dans une bonne phase, ou là, la motivation est difficile, il vit telle chose, aller à la garderie, c'est difficile, c'est pas le bon moment. Puis, tu sais, il y a aussi cet aspect-là qui va beaucoup influencer les interventions parce que si l'enfant n'est pas dans le bon état d'esprit puis qu'il n'est pas disponible à ce qu'on fait avec lui, ben on rame un peu dans le beurre. Oui, vraiment. Puis tu disais, mettons, redonner les modèles, c'est quand même pas facile. Puis tu sais, moi, une des choses que je remarque avec les parents, c'est que des fois, comme parents, on s'en rend même pas compte. À la limite, les parents ils s'en rendent même plus compte des erreurs. Tu sais, je leur dis, tu sais, quel mot, tu sais, y a-tu des choses, puis ils sont comme, ben, tu sais, j'avais pas remarqué, ou tu sais, moi, je le comprends bien. Puis tu sais, on vit avec notre enfant tout le temps. Fait que, tu sais, des fois, même nous, on n'entend pas l'erreur, donc on va pas redonner le modèle parce que ils perçoivent même plus les erreurs, tu sais, les parents. Ils comprennent bien. Oui, c'est ça. Fait que juste ça, de se dire, OK, tu sais, je vais être vraiment attentive, tu sais, juste de se mettre dans ce mode-là, je vais être, tu sais, oui, je comprends bien, mais si je veux l'aider, le soutenir, il faut quand même que je redonne le modèle. Donc, moi, je dois prendre conscience que des fois, il y a des erreurs et être attentif à ça. Puis juste ça, c'est quand même un défi en soi, là, tu sais, dans la vie. Non. Comme juste appliquer ça dans le quotidien, c'est déjà beaucoup demandé pour certaines familles, tu sais. Fait que des fois, tu sais, juste ça, c'est suffisant. Puis, tu sais, ça fait quand même le travail auprès de l'enfant parce que l'enfant, il voit, tu sais, il entend le mot, tu sais, c'est déjà une bonne partie du travail qui est fait. Fait que, tu sais, après, l'autre aspect du travail qui est plus la production, ben là, pour un temps, ça peut être plus fait en orthophonie, tu sais. Puis quand le parent, il se sent plus à l'aise ou, tu sais, il est plus prêt, ben là, on peut transférer un peu des trucs à la maison. Toujours quand l'enfant est rendu prêt aussi, là, à produire les sons de façon adéquate pour le travail avec son parent, mais c'est vraiment comme un gros partenariat entre tout le monde, puis c'est important que tout le monde soit transparent dans ce qu'ils vivent à la maison ou dans le bureau en orthophonie. Quand des fois l'enfant est très motivé à la maison, mais il vient dans le bureau, il est un peu démotivé, fait que l'orthophoniste aussi arrive à nommer ça, c'est important pour justement déterminer est-ce qu'on prend une pause ou pas, parce que c'est vraiment, c'est des longs suivis, puis c'est beaucoup d'efforts qu'on demande aux enfants, là, d'aller retravailler tout leur système des sons, d'apprendre des nouveaux sons. C'est très demandant. Là. Oui. Tu
Tu disais tantôt, mettons, juste pour peut-être clarifier, là, mais tu sais, tu disais, ah, ben, il faut que l'enfant soit, ben, réussisse à peu près, tu sais, toujours le mot avec moi ou en thérapie, tout ça avant, comme que je le Mhm. transfère, en fait, là. Mais dans le fond, quand il réussit avec toi en thérapie, c'est parce qu'il va le réussir quand il se concentre, quand il fait des efforts ou quand tu le soutiens un petit peu, mais dans la vie de tous les jours, là, on n'est pas là, tu sais, dans le sens où il va quand Ouais, même le transformer, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. OK. C'est ça, parce qu'il y a comme toute une hiérarchie là, d'indices qu'on donne là, Ouais. aux enfants. Fait que, tu sais, on part avec le maximum d'indices. Là. Fait que, tu sais, on est en imitation simultanée, comme je mentionnais tantôt, là, qu'on dit le mot en Mhm. même temps que l'enfant. On donne tous les indices possibles, indices visuels, tactiles, on fait des gestes, on fait Mhm. tout ce qu'on peut pour que l'enfant arrive à produire son mot. Puis là, tranquillement, on va vouloir diminuer ce nombre d'indices-là. Fait que, tu sais, là, on va vouloir diminuer le nombre de gestes qu'on utilise, le nombre de support visuel pour peut-être juste être en imitation simultanée. Après, moi, je pourrais couper ma voix puis juste mimer le mot, puis l'enfant il dit tout seul. Puis après, on tombe en imitation, chacun notre tour. Moi, je dis le mot, lui dit le mot. Puis là, on va tranquillement aller vers une imitation qui est différée. Fait que moi, je vais dire le mot, il va y avoir une pause. Puis l'enfant va devoir programmer son mot tout seul pour éventuellement pouvoir l'utiliser dans un contexte spontané. Mais des fois, le pont entre je suis capable de le faire avec un modèle, puis je suis capable de le faire en spontané, des fois, il y a un gap. Là, puis le pont, des fois, il est difficile à passer pour Mhm. l'enfant. Après, c'est l'autre élément qui, des fois, aide, justement, c'est de travailler ces mots-là dans des contextes plus fonctionnels à la maison, travailler dans Mhm. le jeu, mettre le mot dans un contexte qui est significatif pour l'enfant, puis dans un contexte où l'enfant va utiliser ce mot-là dans le quotidien. Ça l'aide souvent à faire le pont. Mais généralement, le travailler, c'est ça, le mot de façon isolée avec les indices, c'est suffisant pour qu'il le transfère dans Ouais. son discours spontané, mais ça peut prendre du temps. Mais tu sais, oui, pour revenir à ta question, là, quand que mettons, je transfère le mot à la maison puis que le parent peut le travailler, c'est quand il réussit avec mon modèle, mais un nombre d'indices limité. Fait qu'il va refaire un peu la même chose à la maison. Le parent va lui donner le modèle, lui, l'enfant va répéter avec le parent. Puis le parent, il va donner un peu les mêmes indices que moi, je donne à Mhm. l'enfant pour l'aider à produire son mot là, de façon fonctionnelle. Mhm. Super, parce que c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, puis des fois, pourquoi, je vais pas dire pourquoi c'est long, mais tu sais, c'est que, tu sais, c'est ça, il y a comme des étapes là-dedans, là, c'est pas, je commence à pratiquer un mot, on le fait ensemble, une couple de fois, puis après ça, c'est réglé, c'est là dans sa tête, là, c'est comme vraiment un processus Oui, tout à fait. La généralisation, des vraiment. fois, elle prend du temps. Puis, tu sais, des fois, on peut, pour faciliter la généralisation, tu sais, autant de travailler dans des contextes là, plus naturels, là, on peut aussi travailler des petites phrases, là. Fait que, tu Mhm. sais, quand l'enfant, tu sais, mettons, moi, que l'enfant, il arrive à dire le mot, je demande aux parents dans quel contexte il utilise ce mot-là. Qu'est-ce qu'il Mhm. dit? C'est quoi la phrase qu'il utilise avec ce mot-là? Puis, là, on va travailler cette phrase-là. Fait que, tu Ouais. sais, si, mettons, je sais pas, les bananes, il dit tout le temps, tu sais, je veux une banane, mais que la banane est transformée. Mais là, on va Mhm. travailler, je veux une banane. Tu sais, on va aller renforcer le patron moteur de cette phrase-là Ça, pour ouais. essayer de faciliter le transfert vers le discours spontané. Mhm. Ouais, puis c'est parce qu'il faut pas oublier, tu sais, c'est ça, on voit vraiment les mots, là, des fois comme des mots, mais tu sais, il faut pas oublier que quand on est en articulation, co-articulation, là, Mhm. le son qui vient avant dans la phrase, même si c'est pas le même mot, quand on va l'enchaîner, ils sont tout collés, là, les sons, là, Oui, quand on tout à enchaîne fait. une phrase, tu sais, fait que Oui, c'est pas si exactement. évident. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Puis c'est vraiment cette co-articulation-là qui est difficile en dyspraxie. Tu sais, c'est le mouvement, l'enchaînement de passer Ouais. d'un son à un autre. Puis quand on parle, il n'y a pas de frontière de mots. Tu sais, Mhm. comme tu dis, tout est un à la suite de l'autre. C'est un enchaînement. Puis ça me fait penser, pendant que tu dis ça, que ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est d'apprendre à l'enfant à dire le mot de la façon qu'on le dit. Tu sais, des fois, il y a des mots qui s'écrivent d'une façon, mais qu'on ne va pas le prononcer exactement comme il est Mhm. écrit. Là. Fait que, tu sais, on va vouloir vraiment aller donner des modèles qui sont représentatifs de comment on dit les mots dans le quotidien quand on Ouais. parle de façon continue. Mettons, l'exemple qui me vient en tête, là, c'est, mettons, parce que. Le mot, c'est parce que, mais on ne dit Ouais. jamais parce que, on va dire parce que. Parce que. Le E, il saute dans la plupart des cas, quand on va Ouais. dire, je suis allée au magasin parce que j'ai oublié Mhm. d'acheter du papier de toilette, mettons. Je ne Mhm. vais pas dire parce que j'ai oublié, je vais dire parce Mhm. que. C'est la même chose quand on va donner notre modèle à l'enfant. On va vouloir aller lui donner un modèle qui va être représentatif de la façon qu'il va l'utiliser Mhm. dans une phrase, quand il va aller co-articuler tous ces sons. Fait qu'il y a certains mots comme ça qui ne se disent pas exactement de la même façon qu'ils s'écrivent. Fait que c'est important aussi de considérer ça dans nos modèles parce qu'on veut pas que l'enfant commence à parler en petit robot parce qu'il dit tous ces sons comme très, très distingués l'un de l'autre parce que c'est comme ça qu'on parle quand on parle de façon fluide et continue. Là. Il y a vraiment beaucoup de sons qui sont un peu escamotés là, quand on Ouais, va ouais. parler. Super intéressant. C'est bon. Écoute, moi, j'ai fait le tour de pas mal mes questions. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui te venait en tête dont on n'a pas parlé ou
Non, je pense que ça faisait pas mal D'accord. le tour Ouais, des éléments, oui. qu'on voulait parler ensemble. Good! Super! Fait que merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi parce que c'est quand même, comme on le dit au début, là, c'est quand même complexe. Il y a quand même plusieurs choses à considérer. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt, je pense que, tu sais, déjà, si ces parents ou éducatrices ou tout ça, ils repartent avec l'idée de on redonne le modèle verbal le plus possible dans le quotidien. On est attentif à est-ce que c'est produit bien ou pas. Puis, tu sais, déjà, ça, c'est comme la base. Là, je vous dirais que, ben, la base, Mhm, c'est exigeant, mais c'est mhm. comme bon, puis c'est bon pour pas mal toutes les situations, je te dirais, autant en langage qu'en parole, que tout ça, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est super important de garder ça en tête. Puis, tu sais, on essaie d'avoir, c'est ça, si vous avez, je vais dire la chance, entre guillemets, malheureusement, là, d'avoir un suivi, une orthophoniste, une évaluation, puis que quand votre coco il y a des difficultés, d'avoir vraiment plus de précision, mais c'est sûr qu'après ça, on est mieux outillé là, pour savoir exactement quelle approche utiliser, c'est ça, pour bien soutenir nos cocos. Mhm. Tout à fait. C'est un bon résumé de Pour la résumer. discussion. C'est bon. Super, fait que je te remercie beaucoup, Anne-Sophie. Puis, ben, juste voir, toi, est-ce que tu travailles au privé? Tu as ta clinique à toi? Est-ce que Ouais, tu... Oui, fait exact. que tu es dans Oui, quel ben, c'est coin? ça. Oui, oui. On est situé à Sherbrooke. C'est ça, moi, j'ai une clinique privée. On est 5 orthophonistes, ben, 4 orthophonistes, puis une agente de stimulation qui travaille à la clinique. Puis de mon côté, moi, je fais juste du préscolaire, là. Fait que 0-6 ans, c'est vraiment ma clientèle. Fait que ben, trouble développemental du langage, trouble des sons, un petit penchant pour le trouble des sons, là. J'ai un petit coup de cœur pour travailler avec mes petits cocos, avec les troubles des sons de la parole, là. C'est vraiment l'aspect, je dirais, le trouble qui m'allume le plus, là. C'est ce que j'aime le plus travailler. Puis je fais aussi du tome, là. Fait que c'est comme les trois troubles là, que je vais toucher. Fait que ouais, si jamais il y a des gens qui veulent nous contacter, ils peuvent passer par le site web, là, au phoniaorthophonie.com. Il y a toutes les Oui. informations là, pour nous contacter au besoin. Excellent. Ben, je te remercie beaucoup.